Florian Bachelier, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes ancien premier questeur de l'Assemblée nationale, vous restez engagé en politique avec votre think tank, comme on dit, hein, une boîte à idées qui s'appelle La France Unie. En bon français, oui. En bon français. Le Proche-Orient entre donc dans son 6e mois après le 7 octobre. Quelle est votre position? Quelle est votre revendication? Est-ce qu'il faut un cessez-le-feu absolument avant le Ramadan? Est-ce que ça ne serait pas plus simple pour le Hamas de se rendre et de libérer les otages? La France intervient à deux niveaux et doit continuer à intervenir à deux niveaux. Le premier, c'est le court terme, c'est il n'y a pas de négociation avec des terroristes islamistes tant qu'il n'y a pas de libération d'otages. Je pense on doit rappeler qu'il y a trois compatriotes français qui sont toujours retenus par le Hamas. Et la France doit être en pointe par fraternité, mais aussi par pragmatisme dans le combat contre le terrorisme islamiste. Et ce qui se joue en Israël ne concerne pas qu'Israël. Ça, c'est la première des choses. Et après, dans le processus de paix, parce qu'il faudra réamorcer ce processus de paix, il faudra que la France aussi soit présente pour rappeler sa voix, parce que justement, elle est l'une des premières cibles dans le monde du terrorisme islamiste pour les valeurs qu'elle défend au quotidien et pour l'histoire qui est la sienne. On aura vraiment du poids dans cette deuxième phase ? Moi, je pense que la France n'est pas un pays tout à fait comme les autres. Je reste à le penser et qu'on devra accompagner. En préparant l'émission hier, je relisais Yitzhak Rabin qui disait une phrase très juste et qu'il faut garder en tête, c'est il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation et négocier la paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Ce qui en ce moment est compliqué. C'est très dur, c'est très difficile, mais il faut avoir ça en tête. Et arrêter, notamment dans l'espace public, l'espace politique français, de se lancer des morts au visage. C'est-à-dire essayer de chercher à fonder, à illustrer sa propre thèse avec les morts du camp d'en face. Il n'y a pas de... Il y a pas de victime qui supplante les autres. Moi, je ne confonds pas les choses. Je sais qui a agressé qui est venu dans le pays, en Israël, pour violer, vous l'avez rappelé, pour assassiner des femmes, des enfants et des hommes. Et il n'empêche que nous ne devons pas confondre Israël et le gouvernement Netanyahou, et que si pendant ce temps de lutte contre le terrorisme islamiste, on accompagne aussi en humanité, on protège les innocents de la bande de Gaza, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas commis, ceux qui ne participent pas aux crimes terroristes islamistes. Il faut que la France soit là aussi. Mais sans choisir, là, il n'y a pas de en même temps. C'est vraiment... Pour le coup, c'est, je crois, le rôle que peut avoir la France, parce que c'est la France. Autre guerre dont on parle aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Le président de la République réunit tous les chefs des partis aujourd'hui à l'Élysée. Il y aura un débat parlementaire aussi avec un vote mardi. Est-ce que c'est utile tout cela ? C'est la Constitution. C'est purement la Constitution. C'est d'ailleurs ce que rappelait Jean-Pierre Chevènement dans une interview qui a fait un petit peu de bruit au Figaro il y a quelques jours. Quand il y a un processus de guerre qui s'enclenche, le Parlement doit être consulté. Alors, Article 50.1. Exactement. Ça veut dire qu'on est en guerre ? Ça veut dire que rien n'est à exclure. C'est ce qu'a rappelé très justement le président de la République, à qui parfois on reproche en même temps justement sur les sujets régaliens, sur le sujet de la guerre, il peut pas y avoir deux en même temps. Et c'est ce que je crois était la position du président de la République, qui est là aussi, la France, ça n'est pas un pays comme les autres. C'est le seul pays de l'Union européenne qui est doté de la puissance nucléaire. C'est le seul qui a en complément une armée totalement complète et qui est présent sur l'ensemble des mers du globe. La Grande-Bretagne a la puissance, est dotée de la puissance nucléaire, mais elle n'est plus membre de l'Union européenne. Au demeurant, elle n'a pas une armée aussi complète que la nôtre. Et donc, évidemment, c'est à la France de prendre le leadership européen, parce qu'on a aussi en vision, il faut avoir en vision un autre constat, c'est que les élections américaines vont se dérouler. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Aujourd'hui, l'ensemble des pays européens, c'est 30% de l'aide à l'Ukraine. C'est énorme. Mais si demain les États-Unis se retirent, si demain il y a un désinvestissement de l'OTAN parce que le président Trump est réélu, on ne saura pas faire tout seul. Donc c'est là où il y a un rebond stratégique, pour reprendre le vocable. Un sursaut stratégique. Un sursaut stratégique, mais qui est indispensable, parce que
moi je suis frappé là aussi que dans l'espace politique et médiatique français, on considère ce sujet-là comme un sujet accessoire et on va passer autant de temps à commenter les commentaires sur l'affiche que je trouve assez laide des Jeux Olympiques. On se trompe de priorité. Ah bah oui, là concrètement, il s'agit de la mort et de la vie potentielle, non seulement d'Ukrainiens, mais juste à côté, il y a l'Estonie. Enfin, je veux dire, la Russie a lancé un avis de recherche sur la première ministre d'Estonie. Et puis la Russie nous attaque par ses trolls, considère qu'il n'y a pas de frontières. Je rappelle que l'histoire de l'Empire russe, ça va jusqu'en Finlande, ça va en Suède. Et en Pologne. Et en Pologne, exactement. Et mène déjà une guerre depuis des années. Moi, regardez ce qui se passe, là aussi, la classe politique doit s'en saisir, mais un peu plus sérieusement, ce qui se passe en Afrique. Vous avez des campagnes anti-françaises absolument hallucinantes, très puissantes. Téléguidées par la Russie. Téléguidées par les réseaux, par les médias sociaux, par la Russie et son suzerain, la Chine, pour le dire très clairement. Et en fait, on est déjà menacé. Nos intérêts vitaux sont déjà menacés aujourd'hui. Et on fait comme si tout ça n'existait pas. Demain, on peut avoir des menaces sur le fonctionnement de nos hôpitaux, sur le fonctionnement de nos logistiques, nos aéroports, la production industrielle, sur toute une série de choses, parce que la data est partout sur nos médias. Il y a le fond et puis il y a la forme. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron, c'est d'avoir peut-être trop parlé, trop clairement, trop publiquement. Quand François Hollande, qui a été reçu à l'Élysée hier comme Nicolas Sarkozy, dit « moins on en dit, mieux on agit ». C'est une critique quand même. Non, déjà c'est bien que moi je salue l'idée de recevoir les anciens présidents de la République parce qu'ils ont cette expérience-là et au demeurant, même si je n'ai pas à être à ma place dans le jugement, ils ont eu à faire ils n'ont pas à rougir de leur bilan. Bien ils ont eu des crises similaires, la Géorgie pour Sarkozy et l'Ukraine déjà. Sarkozy et l'Ukraine pour le président Hollande, et puis la lutte contre le terrorisme islamiste aussi pour le président Hollande. Donc c'est bien que le président de la République, Emmanuel Macron, reçoive ses prédécesseurs. Mais j'ai entendu, moi, ces commentaires repris, enfin, notamment sur la presse, sur l'isolement ou sur le fait qu'il avait trop parlé, que le président de la République, Emmanuel Macron, avait trop parlé. Mais pardon, mais si le président Macron avait demandé à Joe Biden et à Olaf Scholz si il était autorisé à dire la réalité, c'est-à-dire que sur la table, il y a la possibilité d'envoi de troupes. Aucun chef de l'État européen qui était présent à cette discussion-là n'a dit l'inverse. Personne n'a dit l'inverse. Et le fait de le dire publiquement, justement, ça permettait d'envoyer un signal important à Vladimir Poutine pour dire on en parle. Et maintenant, ça n'est pas possible, se renverse. À contrario, demain, ça l'est. En France, l'actualité, c'est aussi une baisse des recettes fiscales pour l'État. On a l'impression que l'économie est en train de mettre ses moteurs au ralenti, au l'arrêt, les uns après les autres. Là aussi, en lucidité, il y a eu un effort extrêmement important qui a été réalisé pendant le Covid. Et puis, les affaires internationales ont cassé un peu cette reprise. Voilà, ont forcément, dans une économie totalement mondialisée, un impact extrêmement fort. Et donc, on a mis en place, le gouvernement, la majorité et avec une partie des oppositions, les politiques français ont mis en place des amortisseurs extrêmement importants, plutôt efficaces, mais qu'il faut payer. Et donc demain, la question c'est comment est-ce qu'on finance ça? Est-ce que c'est par l'augmentation de la dette ou par l'augmentation des impôts ou par la réduction d'un certain nombre de dépenses. Il n'y a que la troisième solution qui est possible dans notre pays très fiscalisé avec 3 000 milliards de dettes. Oui, il y a un emprunt, mais ça c'est peut-être pour l'effort de guerre, il pourrait y en avoir un. Mais sur en gros un budget de 450 milliards, j'entends les cris d'orfraie sur la réduction de 20 milliards d'euros. Sans commune mesure, mais j'ai souvenir qu'à l'Assemblée nationale, nous avions, je parle à un ancien combattant, réalisé sur l'ensemble de la mandature 100 millions d'euros d'économie. En proportion, en proportion, c'est 4% sur l'ensemble du... Alors ça paraît rien, mais... faut les trouver. Mais bien sûr, mais on les trouve. On les prend. Mais dans l'organisation de l'État, dans l'organisation de la puissance publique, dans l'organisation... Moi, je suis frappé par le fait que, et c'est un réflexe que beaucoup de politiques ont, majorité et opposition, dans toute l'histoire de la Ve République, c'est quand il y a un problème,
plutôt que de réfléchir à pourquoi on en arrive là et ce qu'il faudrait faire pour fonctionner autrement, décider autrement, vérifier que ce qu'on vote est bien appliqué autrement, etc., on rajoute une ligne budgétaire en disant voilà, on calme tout le monde en mettant une centaine de millions d'euros sur tel poste, un observatoire des haies, etc., etc. L'hôpital souffre de ça. L'hôpital souffre du fait qu'on ne remet pas à plat l'organisation. Et on regarde, et à chaque fois qu'il y a une crise à l'hôpital, on se dit on remet une couche et on refait le constat qu'on est à 30% de temps administratif sur le fonctionnement de nos hôpitaux, là où les Allemands sont un petit peu moins d'élevés et en appliquant à chaque fois les mêmes recettes. Donc moi je crois à une réforme mais profonde de l'État. Je la vois pas pour le moment. Mais... Dans ce contexte économique et dans ce contexte géopolitique, est-ce que les Européennes sont déjà perdues pour la majorité présidentielle ? 10-11 points de retard dans les sondages. Ouais. C'est jamais perdu. Il reste du temps. Par définition, les élections européennes intéresse le choix. Les Français font leur choix quand ils vont voter pour les élections européennes, très peu de temps avant le scrutin. Donc après tous les événements du printemps, notamment sur le front ukrainien, il va se passer des choses. Donc il reste du temps. Après, je pense que ce serait bien pour tout le monde que le débat politique sur les enjeux européens, et c'est tous les enjeux de souveraineté, et notamment de la France, et les intérêts vitaux de la France, se déroulent carte sur table, c'est-à-dire avec des programmes, avec des propositions, avec des feuilles de route, avec des équipes. Là aussi, ça c'est en train de s'aligner, mais il faut accélérer. On a eu un débat trop national, trop franco-français par rapport aux enjeux. Mais non, alors moi je crois. Je crois que notre grand travers est de considérer que les intérêts européens sont à antagoniser avec les intérêts français. Mais c'est tout l'inverse. Je crois c'est pas une nation, hein, l'Europe. C'est d'abord une union commerciale au départ. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance européenne. Pas assez. Pas assez. Donc c'est pour ça que quand on parle de souveraineté européenne, non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en revanche, on peut être plus efficace et avoir une voix qui porte plus loin et plus fort grâce à des négociations avec nos partenaires européens. Florian Bachelier, ancien questeur de l'Assemblée, La France Unie. Eh bien, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Lamia El Harraj, adjointe à la maire de Paris. Et puis restez avec nous tout à l'heure à 8h30, invité ce matin, notre invité Chantal Young, mère du soldat Nathaniel Young, soldat franco-israélien tombé au combat le 7 octobre. Radio J.